pas soutenu. Ensuite, nous examinons 6 amendements identiques. Le 536, monsieur le rapporteur général, c'est vous qui le défendez? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. Nous changeons totalement de sujet, sortons des déchets pour la... Pardon? Bon. Nous changeons totalement de sujet, nous passons des déchets à un amendement qui est directement issu des travaux de la Commission des finances et plus spécialement du groupe de travail que nous avons sur la lutte contre la fraude. Vous savez qu'il y a eu dans Le Monde un article sur des révélations concernant une fraude aux dividendes. Nous avons auditionné un certain nombre d'acteurs, notamment la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, l'ACPR, l'autorité de contrôle présidentiel et de résolution. Et ces différentes auditions nous ont montré un phénomène de fraude relativement massif qui pouvait porter sur des estimations évidemment très larges de 1 à 3 milliards d'euros et qui consiste à profiter de failles de disposition soit en interne, soit liées aux conventions internationales, permettant, notamment au moment où un dividende d'une action doit être touché, permettant d'éluder, d'éviter l'impôt. Donc c'est un dispositif qui est massif, qui peut être utilisé notamment à travers des non-résidents. Alors il est évident que les conventions fiscales, il faut pour cela que s'appuie sur un certain nombre de conventions fiscales. Il y a des pays qui prévoient un taux d'imposition à 0 dans ces conventions fiscales. Elles sont d'ailleurs citées de manière très précise dans l'amendement. Et si on s'appuie sur ces non-résidents, on peut éventuellement, en prêtant une action, de manière peut-être un peu abusive, bénéficier d'une absence d'imposition. Alors comment cette fraude a été chiffrée? Elle a été chiffrée à partir des volumes sur les actions extrêmement importants. L'AMF nous a dit lors de l'audition qu'on pouvait constater des volumes qui allaient jusqu'à 8 fois le volume normal lorsque le titre donnait lieu au versement d'un dividende. Et sur la base d'une estimation d'un rendement moyen des actions de 4% et d'un taux normal d'imposition de 15%, on peut aboutir à un chiffrage que j'ai cité à l'instant. Donc nous avons cherché, comme l'ont fait d'autres pays, l'Allemagne, les États-Unis, nous avons cherché à éviter ce phénomène qui était tout simplement un phénomène de fraude aux dividendes. Et c'est la raison de l'amendement que je vous présente, l'amendement 536, très largement co-signé par mes collègues et qui a d'ailleurs été proposé à la signature des autres membres du groupe de travail. Et je remarque que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 amendements identiques. 6 amendements identiques, en tout cas 5 amendements identiques à celui que je vous propose à l'instant. Donc je pense qu'à cette heure tardive, vous détaillez de manière très précise le dispositif qui vise aussi bien le montage que l'on peut appeler interne qu'externe. Ce sera un petit peu fastidieux. Je vous signale simplement que le mécanisme interne est assez directement issu de ce qu'ont fait les États-Unis, qui ont eu évidemment affaire à ce phénomène et qui l'ont identifié, et grâce à un dispositif de ce type ont permis d'éviter une évasion de la fraude sur les dividendes. Donc ça fonctionne aux États-Unis et ce dispositif ne devrait pas empêcher la vie normale des affaires, puisque un prêt de titre, par exemple, peut être tout à fait légitime pour des raisons autres qu'est l'évitement de l'impôt. On peut, par exemple, avoir besoin de trésorerie et il est tout à fait possible d'échapper au prélèvement à la source que crée le dispositif en apportant la preuve que l'on ne poursuivait pas un but fiscal. Alors, comment le dispositif fonctionne-t-il? Eh bien, il fonctionne tout simplement en instaurant un prélèvement libératoire, un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 30% perçu par l'établissement financier. Et donc, on peut échapper à ces prélèvements en apportant la preuve que le but n'est pas fiscal. Donc, un dispositif assez complet qui devrait permettre, à notre sens, d'éviter à l'avenir ces fraudes. Je le dis, c'est un amendement important qui devrait permettre la récupération d'une somme importante, puisque cette fraude a été évaluée, je le dis, à minima, entre 1 et 3 milliards, d'après les auditions que nous avons eues avec l'AMF. Donc je demande à mes collègues, d'ailleurs qui sont très nombreux et sur tous les bancs, de voter ces amendements. Peut-être que le gouvernement, je le reconnais volontiers, sur un sujet qui est très technique, aura des améliorations à proposer,
voire un autre dispositif. Nous y sommes ouverts. Ce que nous ne souhaitons pas, en tous les cas, je crois que très majoritairement, en tous les cas tous ceux qui ont participé à ces travaux, c'est que nous n'en restions à l'état. Alors vous savez que l'Assemblée nationale, pour être tout à fait complet, a proposé, et je vais m'arrêter là, un groupe de travail. Ça ne nous paraît pas être à la hauteur des enjeux et nous préférons un dispositif qui soit opérationnel dès le 1er janvier 2019. Merci. Oui, voilà. Alors, il me faut, mes chers collègues, il me faut vous préciser que cet amendement n'est pas un amendement de la commission des finances. Un amendement identique, qui va le défendre? Monsieur Eblé, vous êtes le premier co-signataire, mais là encore, ce n'est pas la commission des finances qui présente l'amendement. Est-ce vous? Oui, c'est moi, Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur les différents éléments que le rapporteur général vient de présenter. Je voudrais simplement attirer l'attention des membres de notre Assemblée sur le caractère relativement exceptionnel du processus qui a conduit à l'élaboration de ces différents amendements convergents, puisque, en fait, s'il ne s'agit pas d'un amendement à proprement parler de la Commission, il s'agit à tout le moins d'un travail de la Commission et de son groupe de suivi sur la fraude et sur l'optimisation fiscale, auquel groupe de travail sont associés la totalité des groupes de l'Assemblée et de la Commission des finances. Et c'est donc, je dirais, une analyse technique conjointe qui nous fait converger politiquement vers une solution qui doit permettre de faire recouvrer au budget de notre pays des sommes conséquentes. Il ne s'agit pas d'une imposition nouvelle, il s'agit juste de trouver une modalité qui permette que des impositions existantes dans notre droit fiscal produisent, je dirais, la recette que la France est en droit d'escompter de la part de détenteurs de capitaux qui perçoivent des dividendes et qui trouvent à échapper à la loi fiscale française par des dispositifs qui sont éminemment critiquables, qui relèvent, reste à le diagnostiquer, soit de la fraude, soit d'une optimisation hyperactive, avec le concours, d'ailleurs, nous le savons, d'établissements financiers bancaires français, ce qui pose quand même une vraie question. Les sommes, comme l'a dit Albéric de Montgolfier, sont tout à fait conséquentes. Ce travail, il nous permet aujourd'hui, de la droite de notre hémicycle jusqu'à la gauche, de tomber d'accord sur un dispositif. Je n'imagine pas une minute qu'il soit possible d'envisager que nous refusions de recouvrer ces sommes. C'est tout à fait possible. Des partenaires importants de la France, on a cité les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne également, ont trouvé des solutions pour que, dans des situations identiques, les contribuables payent ce qu'ils doivent à ces États. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait être avancé comme argumentation pour que la France ne fasse pas, je dirais, cet effort sur lui-même pour recouvrer ces sommes. Merci. Pour un amendement identique, Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, d'abord, je voudrais évidemment joindre mes observations à celles qui ont déjà été faites. Remercier le président de la Commission des finances et le rapporteur général d'avoir bien voulu, après de multiples tentatives, créer ce groupe de travail sur la fraude fiscale qui donne aujourd'hui un premier résultat tout à fait formidable, comme vient de le souligner Monsieur le Président de la Commission des finances, c'est-à-dire que sur tous les bancs, nous avons travaillé à un amendement commun que nous avons repris à la virgule près, concernant ce scandale de la fraude aux dividendes. Et je voudrais aussi ajouter que, en dehors du processus exceptionnel qui nous permet aujourd'hui de proposer une sanction, il y a aussi le processus exceptionnel qui a permis de découvrir cette fraude. Et que le consortium de journalistes qui travaillent depuis des mois et des années, qui a permis de sortir les Panama Papers et d'autres scandales, continue aujourd'hui à faire sortir et à rendre public des dispositions et des procédés qui sont désormais totalement intolérables pour des sociétés qui ont en plus des difficultés budgétaires. Cette fraude massive est totalement insupportable. Donc on est ici dans un dispositif qui va être immédiatement efficace, alors qu'on se plaint souvent des délais, on l'a répété 100 fois, une fraude, un projet, une promesse. Cette fois-ci, on a une fraude
fraude et immédiatement la réplique. Et ça, je pense que c'est aussi à souligner et à mettre au profit de notre commission des finances et au profit de l'ensemble du Sénat. J'ajoute que quand vous voyez les pays cités par l'amendement et qui contribuent à cette fraude, je crois que les dispositifs du BEPS qui sont aujourd'hui applicables en matière de révision de conventions fiscales internationales devraient faire l'objet aussi à l'intérieur de notre groupe de travail sur la fraude fiscale d'un examen, parce que les pays qui sont complices de ce type de dispositifs ne doivent pas bénéficier de dispositifs fiscaux qui sont en leur faveur en ce qui concerne le territoire national. Donc évidemment, je souhaite que l'ensemble du Sénat puisse adopter ces amendements communs à l'ensemble des groupes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame Goulet, vous venez de présenter l'amendement 635. À présent, un amendement également identique, le 816, c'est Monsieur Capu qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, il est en tout point identique. Le groupe Les Indépendants a participé aux travaux du groupe de travail de suivi de la Commission des finances sur la fraude et s'associe donc par le dépôt de cet amendement à l'objet et aux objectifs de la Commission. Il est donc défendu. Merci. L'amendement 875, Monsieur Bocquet, il est identique, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Il est strictement identique, effectivement, mais je me félicite que ce groupe de suivi ait produit ce travail et je salue d'ailleurs le travail des administrateurs qui ont travaillé pour produire un bel outil, j'en suis convaincu, opérationnel de suite, puisque M. Darmanin s'était déclaré au 18 octobre à la parution de ses révélations par Le Monde, les Cum-Ex Files. Il a dit « La France sera intraitable et mènera une lutte sans merci contre toute forme de fraude ». Eh bien, intraitable, c'est aujourd'hui. Donc nous avons choisi de déposer ensemble cet amendement pour réagir vite. Effectivement, l'Assemblée, c'est son affaire, je ne juge pas, a choisi de mettre en place une mission d'information, mais on en connaît les limites au niveau juridique. C'est déjà vrai pour une commission d'enquête dont on a connu quelques écarts ces dernières années ici même. Donc le PLF se présentait, il était tout à fait judicieux de présenter cet amendement. Alors je sais qu'il est un peu tard, mais peut-être M. Darmanin exprimera-t-il son avis favorable par tweet, sait-on jamais. J'espère que nous finirons cette belle soirée avec ce bel amendement. Monsieur le rapporteur général, je pense que je peux considérer légitimement que l'avis de la Commission des finances est favorable. J'en ai oublié un. Monsieur Requier, je vous présente mes excuses. Le 1001, dans cette liasse. J'ai oublié le vôtre, je vous en prie. L'amendement est strictement identique lui aussi, puisqu'il a été porté par Yvonne Collin, qui a fait partie de ce groupe de travail sur l'évasion fiscale et la fraude. Et donc, je salue le résultat. Ça a été donc un beau travail d'équipe et je crois que pour la force du texte, chaque groupe l'a présenté, ce qui amène un peu plus, disons, ça élargit la portée géographique et politique du texte. Alors, je dirais simplement que quand on fait des budgets, on parle beaucoup de dépenses, on dit ça coûte 200 millions, 300 millions, 500 millions. Là, c'est un amendement qui peut apporter 1 milliard au moins, ce qui n'est pas rien dans le contexte actuel. Merci, Monsieur Requier. Monsieur le rapporteur général. La ministre nous dira, comme toujours, que par définition, estimer la fraude, c'est une opération délicate. Et j'en conviens complètement. Simplement, lorsque nous avons fait ces éditions, on a eu, je crois, un échange extrêmement précis, aussi bien avec la DGFiP qu'avec l'AMF, avec la CPR. Et nous avons pris le soin ensuite d'adresser des questionnaires écrits. Et l'AMF nous a donné des indications extrêmement intéressantes sur les volumes, parce que le préemprunt de titre, pour vous donner l'importance des volumes en compte, et bien sûr, le préemprunt de titre en soi n'est pas une fraude, c'est une opération tout à fait normale pour la vie des affaires, je le précise bien. Donc, c'était à la date de détachement de dividendes 183 milliards d'euros pour 2018. 183 milliards d'euros pour 2018. Et par comparaison, le cumul des valeurs médiales des opérations de préemprunt de titre sur les valeurs du CAC 40, c'était 23 milliards d'euros. Donc ça veut dire concrètement, le volume est multiplié par 8 au moment du détachement du dividende. Alors, si on regarde, et c'est là-dessus que les Allemands d'ailleurs ont fait un dispositif, puisqu'ils ont fait un dispositif, il me semble, qui interdit ou qui soumet à fiscalité lorsque c'est dans les 45 jours précédant le détachement du titre, ce qu'ont fait les Allemands. Donc, et quand on demande à l'AMF, l'AMF nous dit très clairement que l'estimation de la perte fiscale, et c'est bien la perte fiscale qui est mesurée, donc la perte fiscale
d'environ 1 milliard d'euros pour les seules opérations de prêt-emprunt titre, est faite sur cette méthode. Donc voilà, l'AMF, pour la partie opération prêt-emprunt titre, donc évidemment, après, il y a toutes sortes d'opérations plus complexes. Donc, on a quand même des chiffrages là-dessus. Donc, alors, quel que soit de toute façon le volume, il est manifestement important. Et alors, vous avez peut-être, je réponds aux collègues, pourquoi nous avons bien sûr un avis très favorable sur ces amendements qui sont par définition identiques. Il y a bien sûr d'autres moyens, en dehors de cet amendement, qui existent dans le droit, qui permettraient de lutter contre une utilisation abusive, par exemple, des conventions fiscales. Et il y a notamment la disposition qui permet d'écarter dans la convention fiscale si le bénéficiaire n'est pas effectif, n'est pas résident, etc. Bon, ça, c'est une première disposition. Il y a les dispositions globales de l'OCDE, la clause anti-abus, notamment. Et puis, il y a l'abus de droit, qui est une notion qui peut être utilisée par l'administration fiscale pour redresser une opération avec une finalité fiscale. La difficulté, c'est que pour ce type, par exemple pour l'abus de droit, ça inverse la charge de la preuve, et enfin du moins ça oblige l'administration à prouver que l'opération est à finalité fiscale. Donc ça relève du contrôle fiscal très lourd. Nous, ce qu'on propose, c'est un dispositif, avis très favorable sur ces amendements, je le disais, qui propose un système de prélèvement à la source, recueilli par l'établissement bancaire, avec la possibilité de s'en écarter. On inverse la charge de la preuve si le contribuable prouve qu'il n'a pas poursuivi un but fiscal. Donc c'est un dispositif qui fonctionne. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement ? Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Alors, le but que vous poursuivez, on le partage et effectivement, on a des cas de fraude sur des schémas de cum-cum interne et de schémas de cum-cum externe. La façon dont seront rédigés les amendements appelle des questions de notre part. Je vais vous citer quelques éléments. L'abus dans le schéma de cum-cum interne, l'abus n'est pas défini, donc il peut être considéré comme imprécis et trop large. Enfin voilà, il y a des éléments comme ça. Ceci étant dit, à ce stade du débat, nous n'avons pas une meilleure proposition et nous n'en avons pas faite. Donc, dans ces conditions, nous proposons une sagesse et nous suggérons de retravailler le texte pour avoir quelque chose qui nous semble plus facile à appliquer. Monsieur Bacher, pour explication de vote. Madame la présidente, madame la ministre, évidemment sur tous ces bancs, hormis un groupe pour l'instant, mais nous avons choisi de lutter contre la fraude. Il est quand même bien dommage qu'au mois de juillet dernier, nous ayons voté un texte contre la fraude qui oubliait, qui omettait ce phénomène. C'est quand même bien dommage que le Sénat soit obligé de proposer un texte alors qu'il y a eu une grande loi qui allait tout révolutionner. Parce que là encore, sur la taxation sur les produits du net, c'est notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, qui avait vu le sujet. Donc cela commence à bien suffire de dire on lutte contre la fraude, mais en même temps, on ne prend pas les mesures pour. Et c'est vrai qu'on serait très déçus, Madame la Ministre. Souvenez-vous, lorsque vous faisiez la tournée de l'inspection des finances, quand on voyait une fraude, on n'attendait pas un rapport, on prenait les mesures. Et c'est cela que nous vous demandons, et donc de bien retravailler la proposition sénatoriale. On peut entendre qu'il y ait ici ou là quelques imprécisions, mais ça ne pourra pas attendre un an de plus. Ça ne pourra pas attendre un an de plus. On ne va pas attendre des nouveaux rapports pour savoir comment ce ne serait pas admissible. Les Français ne le comprendraient pas, surtout dans le contexte actuel. S'il n'y a pas... Oui, je vous en prie, Monsieur Rambaud, pour explication de vote. Non, tout simplement pour dire que je regrettais beaucoup l'intervention du collègue Bacher, laissant entendre qu'il y aurait un groupe dans cet hémicycle qui ne suivrait pas le dossier de la lutte contre la fraude. Si vous avez suivi ce qui s'était passé en commission des finances, j'ai voté la proposition du rapporteur général. Merci. Je ne vois plus de demande d'explication de vote. Je vais mettre... Monsieur Savoldelli, pardon. Oui, en effet. Je vous en prie, chers collègues. Aucun problème, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Mes chers collègues, j'entends votre réponse, Madame la Ministre. Mais c'est pas faute de vous croire, mais vous nous dites que ça va être retravaillé. D'accord. Enfin, il y avait sagesse et retravail. Donc, très bien. Pour ce qui est de notre groupe, nous, on propose quand même de maintenir et de voter cette disposition. Voilà. Non, mais
Il y avait l'idée du retravail. Il y avait l'idée d'un retravail. Excusez-moi si on a mal entendu. Voilà, on verra si on a sur d'autres sujets autant d'empressement. Mais là, c'est bien. Mais on le vote. En tout cas, nous, on propose qu'il soit voté. Merci beaucoup. Bien, je vais mettre aux voix l'ensemble de ces amendements identiques avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement qui est pour leur adoption. Une unanimité. Qui est contre? Personne. Ils sont adoptés. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 206 amendements au cours de la journée. Il en reste 621 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances pour 2019. L'ordre du jour du mardi 27 novembre 2018, à 14h30, nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2018. À 16h45, questions d'actualité au gouvernement. À 17h45 et le soir, projet de loi de finances pour 2019, suite de l'examen des articles de la première partie. Je vous souhaite une bonne nuit. La séance est levée.